Abandonnée et enceinte, elle a lutté pour reconstruire sa vie. Un trajet pour un sans-abri a tout changé. Ce qui semblait être un acte gentil est devenu un mystère. La fin de cette histoire vous laissera sans voix. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le bruit rythmé de la pluie contre le pare-brise de son vieux camion était la seule compagnie d'Amélie Dupont en cette froide nuit maussade. À 25 ans, elle sentait le poids du monde sur ses épaules, plus lourd que les nuages sombres qui planaient au-dessus d'elle. Ses mains calleuses agrippèrent le volant, témoignant des longues heures qu'elle passait à travailler comme mécanicienne dans le petit garage dont elle avait hérité de sa mère. Alors qu'elle naviguait sur les routes sinueuses de Beauvillage, une charmante bourgade nichée au cœur de la France rurale, l'esprit d'Amélie vagabondait vers la vie qui grandissait en elle. Enceinte de 6 mois, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Le père de son enfant, un homme qu'elle croyait autrefois connaître, avait disparu de sa vie dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Son absence laissait un vide, mais Amélie était déterminée à le combler par sa propre force et son amour pour son enfant à naître. Les phares de son camion perçaient de l'obscurité brumeuse, illuminant la route détrempée devant elle. Les yeux d'Amélie se posèrent sur le rétroviseur, apercevant le reflet de son propre visage. Les cernes sous ses yeux trahissaient son épuisement, mais il y avait une flamme dans ses yeux noisettes qui refusait de s'éteindre. Elle avait déjà fait face à l'adversité, et elle le ferait à nouveau. En tournant à un virage, quelque chose attira son attention. Une silhouette courbée et trébuchante apparut sur le bord de la route. Les instincts d'Amélie prirent le dessus, et elle ralentit progressivement le camion. Son cœur s'accéléra, alors qu'elle débattait intérieurement pour savoir si elle devait aider ou continuer sa route. À Beauvillage, tout le monde se connaissait, mais cet étranger déclenchait des signaux d'alarme dans son esprit. Prenant une profonde inspiration, Amélie prit une décision. Elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un dans le besoin, pas quand elle savait ce que c'était que d'être seule et désespérée. Avec précaution, elle ouvrit la porte et sortit sous la pluie, ses bottes éclaboussant dans les flaques qui se formaient sur l'asphalte. « Bonjour » appela-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. « Tout va bien ?» La silhouette se retourna et Amélie eut le souffle coupé. C'était un homme, probablement dans la quarantaine avancée, avec un visage marqué par les lignes d'inquiétude et d'épuisement. Ses vêtements, autrefois élégants mais maintenant boueux et déchirés, pendaient lâchement sur sa silhouette. Mais c'étaient ses yeux qui attirèrent l'attention d'Amélie. Ils étaient remplis d'un mélange de désespoir et d'une lueur d'espoir. « S'il vous plaît » croassa l'homme, sa voix rauque. « J'ai besoin d'aide. » Amélie s'approcha lentement, ses instincts maternels prenant le dessus sur sa prudence. En se rapprochant, elle put voir que l'homme était blessé. Une entaille sur son front saignait, se mélangeant à la pluie qui ruisselait sur son visage. « Que vous est-il arrivé ?» demanda Amélie, tendant la main pour le soutenir, alors qu'il vacillait sur ses pieds. « Je ne sais pas, » répondit l'homme, les yeux dans le vague. « Tout est flou. Je me souviens juste de courir. » Amélie prit une décision en une fraction de seconde. Elle ne pouvait pas le laisser ici, pas dans cet état. « Venez, » dit-elle, le guidant doucement vers son camion. « Je vous emmène à l'hôpital. » Alors qu'elle l'aidait à monter dans le siège passager, Amélie ne pouvait se défaire du sentiment que cette rencontre allait changer sa vie. Elle était loin de se douter à quel point elle avait raison. Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Beauvillage fut tendu et silencieux. Amélie jetait de fréquents coups d'œil à son mystérieux passager qui semblait osciller entre conscience et inconscience. Sa montre coûteuse et les restes de ce qui devait être un costume sur mesure racontaient une histoire qui ne correspondait pas à son état actuel. Alors qu'ils arrivaient sur le parking des urgences, Amélie prit une profonde inspiration. Elle était venue ici pour aider un étranger, mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande. Avec détermination dans les yeux, elle sortit du camion et s'avança sous la pluie une fois de plus, prête à affronter tous les défis qui l'attendaient. À l'intérieur des urgences animées, Amélie se retrouva à naviguer dans une mer de visages inquiets et de personnel médical pressé. Elle s'approcha du bureau des admissions, soutenant l'homme blessé qui s'appuyait lourdement sur son épaule. « S'il vous plaît, il a besoin d'aide », expliqua Amélie à l'infirmière derrière le comptoir. « Je l'ai trouvé sur le bord de la route. Il est blessé et désorienté. » L'infirmière évalua rapidement la situation et appela de l'aide.
En quelques instants, une équipe de professionnels médicaux emporta l'homme sur un brancard, laissant Amélie debout seule au milieu des urgences chaotiques. Alors que l'adrénaline du moment commençait à s'estomper, Amélie sentit le poids de sa propre situation se réinstaller sur ses épaules. Elle posa distraitement une main sur son ventre gonflé, un geste qui était devenu une source de réconfort ces derniers mois. « Mademoiselle ?» Une voix douce interrompit ses pensées. Amélie leva les yeux pour voir une infirmière au visage bienveillant tenant un bloc-notes. « Nous avons besoin d'informations sur l'homme que vous avez amené. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Amélie raconta les événements de la nuit, réalisant en parlant combien elle en savait peu sur le mystérieux étranger. L'infirmière nota des informations, hochant la tête avec sympathie. « Vous avez bien fait de l'amener, » assura l'infirmière. « Nous allons bien nous occuper de lui, mais vous avez l'air d'avoir besoin de repos, vous aussi. Pourquoi n'allez-vous pas vous asseoir dans la salle d'attente? Je vous préviendrai si nous avons besoin d'autre chose. » À contre-cœur, Amélie se dirigea vers la zone d'attente. Alors qu'elle s'enfonçait dans une chaise en plastique inconfortable, elle ne put s'empêcher de ressentir une connexion avec l'homme qu'elle avait secouru. Ils étaient tous deux des âmes perdues à leur manière, luttant contre les courants de la vie. Les heures passèrent, et Amélie se surprit à somnoler par intermittence. L'agitation de l'hôpital s'estompa en un bruit de fond sourd, ponctué occasionnellement par le grincement de chaussures sur le linoléum ou le bip d'un moniteur distant. L'aube approchait lorsqu'un médecin s'approcha d'elle, un bloc-notes à la main. « Madame Dupont ?» demanda-t-il, tirant Amélie de son demi-sommeil. « Oui, c'est moi », répondit-elle, se redressant sur sa chaise. « Comment va-t-il » L'expression du médecin était un mélange de préoccupation et de curiosité. « Il est stable maintenant. La blessure à la tête n'était pas aussi grave que nous le craignions initialement, mais il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Il y a des circonstances inhabituelles entourant votre ami. Ce n'est pas mon ami, corrigea rapidement Amélie. Je l'ai juste trouvé sur la route. Je ne connais même pas son nom. Le médecin hocha la tête, son front se plissant. C'est une partie du problème. Il semble souffrir d'une forme d'amnésie. Il ne peut pas nous dire qui il est, ni comment il s'est retrouvé dans cet état, mais d'après ses effets personnels et certains autres facteurs, nous pensons qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'important. L'esprit d'Amélie s'emballait de questions. Qui était cet homme? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi se sentait-elle si inexplicablement attirée par sa situation? Puis-je le voir? Se surprit-elle à demander, étonnée elle-même par sa requête. Le médecin hésita un instant avant d'acquiescer. Brièvement. Il est encore assez confus, mais avoir un visage familier, même si ce n'est que depuis cette nuit, pourrait l'aider à se sentir plus à l'aise. Alors qu'Amélie suivait le médecin dans le couloir stérile de l'hôpital, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle s'engageait dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. La chambre de l'homme mystérieux se profilait devant elle, et à chaque pas, Amélie avait l'impression de franchir un seuil vers un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'incertitudes, de dangers, et peut-être, juste peut-être, d'une lueur d'espoir pour eux deux. Le cœur d'Amélie s'accéléra lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée. Le doux bip des moniteurs remplissait l'air, rappel rythmique de la fragilité de la vie. Ses yeux se posèrent sur la silhouette dans le lit, l'homme mystérieux qu'elle avait secouru quelques heures auparavant. Sous la dure lumière fluorescente, il semblait encore plus vulnérable que sur le bord de la route détrempée. Alors qu'elle s'approchait du lit, les yeux de l'homme s'ouvrirent. Pendant un moment, la confusion troubla son regard, mais ensuite une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Vous, murmura-t-il, sa voix rauque, vous êtes l'ange de la route. » Amélie ne put s'empêcher de sourire à cette description. « Je ne suis pas un ange, répondit-elle doucement. Juste quelqu'un qui ne pouvait pas passer son chemin quand quelqu'un avait besoin d'aide. Je m'appelle Amélie, Amélie Dupont. » L'homme tenta de se redresser, grimaçant en le faisant. « J'aimerais pouvoir me présenter correctement, mais... » Il s'interrompit, la frustration évidente dans sa voix. « Je ne me souviens pas, c'est juste... vide. » Amélie rapprocha une chaise du lit et s'assit, son ventre de femme enceinte rendant le mouvement un peu maladroit. « Le médecin a mentionné que vous aviez des problèmes de mémoire. Vous ne vous souvenez de rien du tout? De comment vous vous êtes retrouvé sur cette route ?» L'homme ferma les yeux, son front se plissant de concentration. « Des flashs, » dit-il après un moment. « Je me souviens d'une salle de réunion, des voix en colère, puis courir. La peur. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement,
se fixant sur ceux d'Amélie avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Quelqu'un était à mes trousses. Je pense que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû. » Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Dans quoi s'était-elle impliquée? Mais en voyant l'expression hantée de l'homme, elle sut qu'elle ne pouvait pas simplement s'en aller. « Nous allons comprendre », se surprit-elle à dire. « Je sais ce que c'est que de se sentir perdu et seul. Je ne vous laisserai pas affronter cela tout seul. » La gratitude envahit le visage de l'homme, mêlée à une pointe de curiosité, alors que son regard tombait sur le ventre enceinte d'Amélie. « Vous êtes très gentille, surtout compte tenu de votre propre situation. J'espère que je ne vous cause pas d'ennui. » Amélie balaya sa préoccupation d'un geste. « Les ennuis semblent me trouver que je les cherche ou non. Au moins cette fois, je choisis de les affronter de front. » Alors qu'il parlait, des bribes de la mémoire de l'homme commencèrent à refaire surface. Il se souvenait d'avoir travaillé dans un environnement d'entreprise de haut niveau, traitant d'énormes sommes d'argent et de personnes influentes. Mais les détails restaient frustramment hors de portée, comme essayer d'attraper de la fumée. Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Une femme grande et mince, aux traits acérés et aux cheveux parfaitement coiffés, entra dans la chambre. Son tailleur de designer et son allure autoritaire mirent immédiatement Amélie mal à l'aise. « Monsieur Lenoir, » dit la femme, s'adressant à l'homme dans le lit. « Je suis Caroline Hiver du service juridique de Lenoir Entreprise. Nous vous avons cherché partout. » Amélie observa la confusion, puis une lueur de reconnaissance passait sur le visage de l'homme. « Monsieur Lenoir. »« Lenoir, » répéta-t-il, testant le nom. « C'est mon nom ?» Le sourcil parfaitement manucuré de Caroline s'arqua de surprise. « Vous voulez dire que vous ne vous souvenez pas. » « Alexandre Lenoir, PDG de Lenoir Entreprise. » Elle tourna son regard vers Amélie, la suspicion évidente dans ses yeux. « Et qui êtes-vous, vous ?» Amélie se redressa sur sa chaise, soutenant fermement le regard de Caroline. « Je suis la personne qui a trouvé Monsieur Lenoir blessé, sur le bord de la route, et qui l'a amené à l'hôpital. Où étiez-vous quand il avait besoin d'aide ?» Les lèvres de Caroline se pincèrent en une fine ligne. « Nous recherchons Monsieur Lenoir depuis des jours. Il a disparu après une réunion du conseil d'administration houleuse. Nous craignons le pire. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. « Des jours? J'ai disparu pendant des jours ?» Caroline hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Oui, Monsieur Lenoir, vous avez disparu depuis près d'une semaine. L'entreprise est en émoi. Votre absence a causé pas mal de remous dans le monde des affaires. » Amélie sentit un nœud se former dans son estomac. Il y avait quelque chose dans le comportement de Caroline qui ne lui plaisait pas. La femme semblait plus préoccupée par l'image de l'entreprise que par le bien-être d'Alexandre. « Monsieur Lenoir a besoin de repos, » dit fermement Amélie. « Il a vécu une expérience traumatisante et est encore en train de récupérer ses souvenirs. Il serait peut-être préférable que vous reveniez plus tard, quand il aura eu plus de temps pour assimiler tout cela. » Les yeux de Caroline se plissèrent, mais elle acquiesça sèchement. « Bien sûr, nous ne voudrions pas vous submerger, Monsieur Lenoir. Je reviendrai bientôt pour discuter de votre retour dans l'entreprise. » Sur ces mots, elle tourna les talons et quitta la pièce, le claquement de ses talons de designer résonnant dans le couloir. Dès que la porte se referma derrière Caroline, Alexandre poussa un soupir tremblant. « Merci, dit-il à Amélie. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans sa présence me mettait mal à l'aise. » Amélie hocha la tête, son intuition en alerte. Je l'ai ressenti aussi. Il se passe plus de choses ici qu'un simple cas de PDG disparu. Alexandre passa une main dans ses cheveux ébouriffés, grimaçant lorsque ses doigts effleurèrent le bandage sur son front. J'aimerais pouvoir me souvenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose de dangereux, juste hors de portée dans mon esprit. Amélie tendit la main et serra doucement celle d'Alexandre. Ça vous reviendra. Et quand ce sera le cas, je serai là pour vous aider à affronter ce qui arrivera. En prononçant ces mots, Amélie réalisa leur véracité. Malgré les risques, malgré sa propre situation précaire, elle savait qu'elle était maintenant irrémédiablement impliquée dans l'histoire d'Alexandre Lenoir. Il y avait un mystère ici, un mystère qui avait failli coûter la vie à cet homme, et Amélie était déterminée à découvrir la vérité. Le soleil commençait à se lever, ses premiers rayons perçant à travers les stores de la chambre d'hôpital. Amélie se leva, étirant son dos douloureux. « Je devrais y aller. J'ai un garage à ouvrir et je suis sûr que les infirmières voudront bientôt vérifier votre état. » Alexandre attrapa sa main alors qu'elle se tournait pour partir. «
Amélie, dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Merci, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne m'aviez pas trouvé hier soir. Amélie sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Reposez-vous, monsieur Lenoir. Je reviendrai vous voir plus tard. En sortant de l'hôpital et en s'avançant dans l'air frais du matin, l'esprit d'Amélie était en ébullition. Elle avait une entreprise à gérer, un bébé en route, et maintenant un mystère d'entreprise à démêler. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ressentait un sens du but au-delà de ses luttes quotidiennes. En montant dans sa vieille camionnette, Amélie jeta un dernier regard au bâtiment de l'hôpital. Quelle que soit la tempête qui se préparait dans le monde d'Alexandre Lenoir, elle en faisait maintenant partie. Et advienne que pourra, elle irait jusqu'au bout. Avec un tour de clé, le moteur de la camionnette rugit et Amélie sortit du parking. La journée à venir promettait d'être comme aucune autre, le premier pas sur un chemin qui allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sa ville, et la force de la résilience humaine face à des obstacles écrasants. L'odeur familière d'huile de moteur et de graisse accueillit Amélie lorsqu'elle poussa la porte grinçante du garage Martin. Le garage, un bâtiment vieillissant à la périphérie de Milleville, avait été son sanctuaire pendant des années. Maintenant, alors qu'elle allumait les lumières et regardait les ampoules fluorescentes vaciller, elle sentait le poids de son nouveau secret peser sur elle. « Bonjour, patronne. » La voix joyeuse de son assistant, Thomas, brisa sa rêverie. L'adolescent dégingandé bondit dans le garage, son enthousiasme contrastant fortement avec l'épuisement d'Amélie. « Waouh, on dirait que vous avez passé une nuit difficile. » « Mauvaise nuit ?» Amélie réussit à esquisser un faible sourire. « On peut dire ça, Thomas. Disons simplement que j'ai eu une aventure inattendue. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent de curiosité, mais avant qu'il ne puisse insister pour avoir des détails, le téléphone sonna. Amélie le saisit, reconnaissante pour la distraction. « Garage Martin, comment puis-je vous aider ?» La voix à l'autre bout du fil appartenait à Madame Dupont, une cliente régulière et l'une des plus notoires commères de la ville. « Amélie, ma chère, je viens d'entendre la rumeur la plus fascinante. Est-il vrai que vous avez amené un mystérieux étranger à l'hôpital hier soir ?» Le cœur d'Amélie fit un bond. Les nouvelles voyageaient vite à Milleville, mais c'était ridicule. « Madame Dupont, Oh, ne soyez pas timide, ma chère, » continua Madame Dupont imperturbable. « Béatrice du Café a dit que sa cousine qui travaille à l'hôpital vous a vu entrer avec un bel homme aux vêtements en lambeaux. Comme c'est romantique. On dirait quelque chose sorti d'un film. » Amélie se pinça l'arête du nez, retenant un soupir. « Madame Dupont, j'apprécie votre inquiétude, mais je ne peux vraiment pas en parler. Maintenant, y avait-il un problème avec votre voiture ?» Après avoir esquivé quelques questions supplémentaires et programmé une vidange pour Madame Dupont, Amélie raccrocha le téléphone. Elle se retourna pour trouver Thomas, qui la regardait bouche bée. « Patronne, vous avez vraiment sauvé un type mystérieux hier soir? C'est tellement cool !»« Thomas, concentre-toi !» dit fermement Amélie, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de sourire face à son excitation. « Nous avons du travail à faire. La Citroën de Madame Leblanc a besoin d'une nouvelle transmission et la Peugeot de Monsieur... » Patel doit passer une révision complète. Alors qu'ils s'installaient dans leur routine de travail, Amélie se surprit à penser à Alexandre Lenoir. Qui était-il vraiment? Et dans quel genre de problème s'était-il fourré? Le souvenir du comportement froid de Caroline Winters lui donna des frissons. Vers midi, alors qu'Amélie était plongée jusqu'au coude dans le moteur d'une vieille Renault récalcitrante, la porte du garage s'ouvrit. Elle leva les yeux, s'attendant à voir un autre client, mais se retrouva face à une figure familière. « Papa ?» halta-t-elle, manquant de lâcher sa clé à molette. Georges Martin se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante remplissant l'espace. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés et sa chemise impeccable et ses chaussures cirées semblaient déplacées dans le garage poussiéreux. « Bonjour Amélie, » dit-il, sa voix profonde trahissant une pointe de gêne. Amélie s'essuya les mains sur un chiffon, son esprit tourbillonnant. Elle n'avait pas vu son père depuis des mois, pas depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Leur dernière conversation s'était terminée par une dispute, Georges partant en claquant la porte et Amélie jurant de ne plus jamais lui demander d'aide. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. Georges bougea inconfortablement. « J'ai entendu des rumeurs en ville. À propos de toi aidant un étranger hier soir, je voulais m'assurer que tu allais bien. » Amélie sentit une bouffée de colère monter en elle.
Maintenant tu t'en soucies, où étais-tu quand j'avais vraiment besoin de toi ?» Le visage de son père s'affaissa, un mélange de honte et de regret traversant ses traits. « Amélie, je sais que je n'ai pas été là pour toi. J'ai mal géré les choses quand tu m'as parlé du bébé. Je suis désolé. » La sincérité dans sa voix prit Amélie au dépourvu. Elle s'était attendue à des excuses, peut-être même à plus de jugement, mais pas à des excuses. Pendant un moment, elle vit une lueur du père dont elle se souvenait dans son enfance. Celui qui lui avait appris à changer un pneu et l'avait encouragée à suivre les traces de sa mère en tant que mécanicienne. « Papa, commença Amélie, mais elle fut interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone portable. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit un numéro inconnu. « Je suis désolé, je dois répondre. »« Allô ? Mademoiselle Martin ?» Une voix de femme professionnelle mais avec une note d'urgence. « C'est le docteur Elena Rodriguez de l'hôpital général de Milleville. J'appelle au sujet d'Alexandre Lenoir. » Le cœur d'Amélie s'emballa. « Tout va bien ? » ?»« Monsieur Lenoir va bien, mais quelque chose s'est passé. Il s'est souvenu de quelque chose, et il est assez agité. Il vous demande. Je sais que c'est très inhabituel, mais étant donné les circonstances de son admission, j'ai pensé qu'il valait mieux vous contacter. » Amélie jeta un coup d'œil à son père, qui la regardait avec inquiétude, puis à Thomas, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en remontant mal un carburateur. « J'arrive tout de suite, » dit-elle au téléphone. En raccrochant, Georges s'approcha. « Amélie, que se passe-t-il? Es-tu dans une sorte de problème ?» Pendant un moment, Amélie envisagea de les conduire, de gérer cela toute seule, comme elle l'avait fait pour tout le reste dans sa vie récemment. Mais quelque chose dans les yeux de son père, une inquiétude sincère, et peut-être une trace de l'instinct protecteur qui lui avait tant manqué, la fit hésiter. « C'est compliqué, papa, dit-elle finalement. Et je ne suis pas sûre de tout comprendre moi-même, mais je pense que j'aurai besoin de ton aide. » Les sourcils de Georges se levèrent de surprise, mais il hocha solennellement la tête. « Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. » Amélie se tourna vers Thomas. « Tu peux tenir le fort pendant quelques heures. J'ai une urgence à gérer. » Thomas se redressa, bombant le torse. « Vous pouvez compter sur moi, patronne. » Alors qu'Amélie et son père se dirigeaient vers sa camionnette, elle ressentit un étrange mélange d'émotions. La peur de ce dont Alexandre avait pu se souvenir, l'anxiété d'impliquer son père, mais aussi une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que cette situation folle pourrait être le catalyseur pour guérir de vieilles blessures. « Alors, » dit Georges, alors qu'ils montaient dans la camionnette, « pourquoi ne commencerais-tu pas par le début ?» Amélie prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements de la nuit précédente, alors qu'elle quittait le parking du garage. Alors qu'ils roulaient vers l'hôpital, aucun d'eux ne remarqua la berline noire élégante qui s'était engagée derrière eux, les suivant à une distance discrète. Dans le siège passager de la berline, Caroline Winters parlait doucement au téléphone. « Ils sont en mouvement. On dirait que Martin amène des renforts. Comment voulez-vous que nous procédions ?» La voix qui répondit était froide et calculatrice. « Continuez à surveiller. Si le noir commence à se souvenir, nous devrons peut-être accélérer nos plans. Et Caroline, assurez-vous que Martin ne devienne pas un problème. Nous avons travaillé trop dur pour laisser une mécanicienne de petite ville tout ruiner. » Alors que Caroline raccrochait, ses yeux se plissèrent, fixés sur le pick-up d'Amélie devant elle. Les rouages d'une machine bien plus grande et dangereuse étaient maintenant en mouvement, et Amélie Martin s'était placée sans le savoir en son centre. L'odeur antiseptique de l'hôpital frappa Amélie dès qu'elle et son père franchirent les portes coulissantes. L'atmosphère agitée des urgences de la veille avait cédé la place à l'ambiance plus calme, mais non moins tendue, des services généraux. Le cœur d'Amélie s'accéléra alors qu'il s'approchait du bureau d'accueil, son père une présence rassurante à ses côtés. « Je suis là pour voir Alexandre Lenoir », dit Amélie à la réceptionniste, essayant de garder une voix ferme. « Le docteur Rodriguez m'a appelé. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement à l'évocation du nom, et Amélie put presque voir les rouages des commérages de petite ville tourner derrière eux. « Bien sûr, » dit-elle, tapotant sur son ordinateur. « Monsieur Lenoir est dans la chambre 305. Le docteur Rodriguez est avec lui en ce moment. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Georges posa une main sur l'épaule d'Amélie. « Tu es prête à me dire ce qui se passe vraiment, ma puce ?» Amélie soupira, appuyant sur le bouton du 3e étage. « Honnêtement, papa, je ne suis pas sûre de le savoir moi-même, mais j'ai le sentiment que nous allons bientôt le découvrir. » L'ascenseur tinta et ils sortirent dans un long couloir.
La chambre 305 était à mi-chemin, la porte légèrement entr'ouverte. En s'approchant, ils purent entendre des voix élevées venant de l'intérieur. « Monsieur Lenoir, s'il vous plaît, vous devez vous calmer », suppliait une voix féminine, probablement le docteur Rodriguez. « Calmer !» La voix d'Alexandre teintée de panique et de frustration. « Comment puis-je me calmer quand je sais qu'ils sont après moi? Quand je sais ce qu'ils ont fait ?» Amélie frappa doucement sur le montant de la porte avant de la pousser. La scène à l'intérieur lui coupa le souffle. Alexandre était assis dans son lit, le visage pâle et tiré, les yeux hagards. Le docteur Rodriguez, une petite femme aux yeux bienveillants et aux mèches grises dans ses cheveux sombres, se tenait à côté de lui, une main sur son bras en un geste de réconfort. « Amélie !» souffla Alexandre, un soulagement visible l'envahissant. « Vous êtes venue !» Le docteur Rodriguez se retourna, son attitude professionnelle s'adoucissant légèrement à la vue d'Amélie. « Madame Martin, merci d'être venue si vite. Et ceci est... Georges Martin. » Le père d'Amélie s'avança, tendant la main. Le père d'Amélie. Alors qu'ils faisèrent les présentations, Amélie s'approcha du chevet d'Alexandre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. « De quoi vous êtes-vous souvenu ?» Les yeux d'Alexandre se posèrent nerveusement sur Georges avant de revenir sur Amélie. Elle hocha la tête d'un air encourageant et il prit une profonde inspiration. « C'est revenu par flash, commença-t-il, la voix basse et urgente. La réunion du conseil d'administration. Nous discutions d'une nouvelle acquisition, une petite entreprise technologique avec un prototype révolutionnaire d'énergie verte. Je poussais pour conclure l'affaire, mais certains membres du conseil étaient hésitants. Ils disaient que c'était trop risqué, trop coûteux. Il fit une pause, passant une main dans ses cheveux en désordre. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils étaient vraiment cons. Je me souviens maintenant, j'ai trouvé quelque chose, des documents cachés au fin fond de nos registres financiers. De l'argent détourné vers des comptes offshore, des millions d'euros disparaissant dans la nature. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez que quelqu'un au conseil détournait des fonds ?» Alexandre acquiesça d'un air sombre. « Pas seulement quelqu'un. Un groupe d'entre eux travaillant ensemble, et quand je les ai confrontés, il s'interrompit, les yeux dans le vague. « C'est là que les choses deviennent floues, » intervint doucement le docteur Rodriguez. « Les souvenirs de Monsieur Lenoir sont encore fragmentés, ce qui est normal après un événement traumatique. Mais ce dont il s'est souvenu jusqu'à présent lui cause clairement une grande détresse. » Georges, qui avait écouté attentivement, s'approcha du lit. « Fiston, ce sont des accusations sérieuses. Avez-vous envisagé d'aller voir les autorités ?» Alexandre rit amèrement. « Avec quelle preuve ? Tout ce que j'avais trouvé était sur mon ordinateur portable personnel qui a opportunément disparu la nuit où j'ai disparu. Et maintenant, avec mes trous de mémoire, qui va me croire face à un groupe de dirigeants d'entreprises respectés ?» Amélie sentit une vague de détermination monter en elle. « Je vous crois, » dit-elle fermement, « et nous allons tirer ça au clair. » À ce moment-là, une agitation dans le couloir attira leur attention. Des voix élevées et le bruit de pas précipités s'approchèrent de la chambre. La main d'Amélie trouva instinctivement celle d'Alexandre, la serrant de manière rassurante. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Caroline Winters, flanquée de deux hommes en costume coûteux. Ses yeux se plissèrent en prenant en compte la scène devant elle. « Monsieur Lenoir, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Nous étions si inquiets. Le conseil m'a envoyé prendre de vos nouvelles et discuter de votre situation. » La prise d'Alexandre sur la main d'Amélie se resserra. « Caroline, » dit-il, sa voix soudain froide, « comme c'est gentil à vous de venir. J'étais justement en train de raconter à mes amis ici présents notre dernière réunion du conseil d'administration. Peut-être aimeriez-vous vous joindre à la conversation ?» Le sourire de Caroline vacilla pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne contenance. « Allons, Alexandre, vous savez que vous n'êtes pas censé discuter des affaires de l'entreprise avec des étrangers, surtout étant donné votre état délicat. » Georges fit un pas en avant, se redressant de toute sa hauteur. « 1 minute. Qui appelez-vous des étrangers ?» L'un des hommes accompagnant Caroline s'avança, sa main se glissant à l'intérieur de sa veste. Amélie se tendit, son esprit s'emballant avec des possibilités, chacune plus terrifiante que la précédente. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer davantage, le docteur Rodriguez intervint. « Je suis désolé, mais Monsieur Lenoir n'est pas en état de recevoir des visites. Je vais devoir vous demander à tous de partir, maintenant. » L'autorité dans sa voix ne souffrait aucune contestation. Les yeux de Caroline lancèrent des éclairs de colère, mais elle hocha sèchement la tête. « Bien sûr, docteur.
Nous resterons en contact, Alexandre. Prenez soin de vous. » Alors que Caroline et ses associés battaient en retraite, Amélie aurait juré avoir vu un regard passer entre Caroline et l'un des hommes, un regard qui lui donna des frissons. Une fois qu'ils furent partis, Alexandre s'affaissa contre ses oreillers, l'épuisement gravé sur son visage. « Ils savent, » murmura-t-il. « Ils savent que je me souviens. » Le docteur Rodriguez vérifia ses signes vitaux, le front plissé d'inquiétude. « Monsieur Lenoir a besoin de repos, » dit-elle fermement. « Il serait peut-être préférable que vous reveniez tous demain. » Amélie acquiesça, mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Alexandre saisit sa main. « Amélie, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Soyez prudente, ils sont dangereux. Je ne veux pas que vous soyez blessée à cause de moi. » Elle serra sa main, offrant un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Nous sommes ensemble dans cette histoire maintenant. » Alors qu'Amélie et Georges quittèrent la chambre d'hôpital, un lourd silence s'installa entre eux. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent le parking que Georges prit la parole. « Amélie, » dit-il, sa voix rauque d'émotion, « je te dois des excuses. J'étais tellement pris dans ma propre déception que je n'ai pas vu à quel point tu étais devenue forte. Tu es exactement comme ta mère, toujours à te battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. » Amélie sentit les larmes lui piquer les yeux. « Papa, Il leva une main. « Laisse-moi finir, j'ai eu tort de partir quand tu m'as parlé du bébé. J'avais peur et je l'ai mal géré. Mais je suis là maintenant, si tu veux bien de moi. Quelle que soit cette situation avec ton ami là-dedans, tu n'as pas à y faire face seule. » Pendant un moment, Amélie fut transportée dans le passé, aux genoux écorchés soignés par des baisers, aux nuits tardives passées à reconstruire des moteurs, à la chaleur de l'étreinte de son père après l'enterrement de sa mère. Elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. « Tu m'as manqué, papa, » murmura-t-elle. Alors qu'ils se séparaient, essuyant leurs larmes, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue, ses vitres teintées dissimulant les occupants à l'intérieur. À l'intérieur, Caroline Winters parlait doucement au téléphone. « C'est pire que ce que nous pensions. Lenoir se souvient des détournements de fonds. Non, il n'a pas de preuves, mais il a des gens qui le croient. Cette mécanicienne et son père, il pourrait poser problème. » Elle écouta un moment, son expression se durcissant. « Compris. Nous nous en occuperons. Par tous les moyens nécessaires. » Alors que Caroline mettait fin à l'appel, son regard se fixa sur Amélie et Georges alors qu'ils montèrent dans leur camionnette. Les pièces étaient en place, les enjeux plus élevés que jamais. Et dans la chambre d'hôpital silencieuse au-dessus, Alexandre Lenoir sombrait dans un sommeil agité, ses rêves remplis de fragments de souvenirs et de la certitude grandissante que le prochain coup dans ce jeu dangereux pourrait lui coûter tout. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers le salon encombré d'Amélie alors qu'elle faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. 2 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation à l'hôpital, et Alexandre devait sortir aujourd'hui. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules. Elle avait promis de l'aider, mais maintenant, la réalité de cette promesse se faisait menaçante. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Elle ouvrit pour trouver son père, Georges, tenant un sac de courses et arborant une expression déterminée. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un petit déjeuner, » dit-il en entrant, « et peut-être d'une séance de stratégie. » Amélie ressentit une vague de gratitude. Malgré leurs années d'éloignement, son père s'était jeté corps et âme dans l'aide qu'il leur apportait, à elle et à Alexandre. Alors qu'ils se dirigèrent vers la cuisine et que Georges commençait à préparer du café, Amélie ne put s'empêcher de s'émerveiller de la rapidité avec laquelle leur relation avait commencé à se réparer face à cette crise. « Alors, » dit Georges en cassant des œufs dans un bol, « quel est notre prochain mouvement ?» Amélie soupira, se frottant les tempes. « Je ne suis pas sûr. Alexandre ne peut pas retourner chez lui, ce n'est pas sûr, et nous devons commencer à rassembler des preuves, mais je ne sais même pas par où commencer. » Georges hocha la tête d'un air pensif. « Eh bien, commençons par le commencement. Nous avons besoin d'un endroit sûr où Alexandre puisse rester pendant qu'il se remet et que nous démêlons tout ça. J'ai un vieux chalet de chasse dans les collines. Il est hors réseau, difficile à trouver à moins de savoir où chercher. Ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « Papa, c'est parfait. Mais qu'en est-il du garage? Je ne peux pas l'abandonner, surtout maintenant. »« Laisse-moi m'en occuper, » répondit Georges, un soupçon de son ancienne assurance se glissant dans sa voix. « Je suis peut-être un peu rouillé, mais je connais encore mon chemin autour d'un moteur. »
Je garderai les choses en marche pendant que tu te concentres sur l'aide à apporter à Alexandre. » Alors qu'il s'asseyait pour manger, Amélie sentit une vague d'espoir. Avec son père à ses côtés, la tâche impossible qui les attendait semblait un peu plus gérable. Leur petit déjeuner fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone d'Amélie. Son cœur bondit quand elle vit que c'était le docteur Rodriguez qui appelait. « Amélie, c'est Elena. Écoutez, quelque chose s'est passé. Vous devez venir à l'hôpital tout de suite. Et soyez prudente. Je pense que nous sommes surveillés. » L'urgence dans la voix du docteur Rodriguez fit frissonner Amélie. Elle et Georges étaient dehors en quelques minutes, se précipitant vers l'hôpital général de Millville. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent le docteur Rodriguez qui les attendait sur le parking, son calme habituel remplacé par une anxiété visible. « Que se passe-t-il » demanda Amélie alors qu'ils se précipitaient à l'intérieur. « Alexandre a eu un visiteur la nuit dernière », expliqua Elena à voix basse tandis qu'ils se dirigèrent vers sa chambre. « Une infirmière que je ne reconnais pas. Ce matin, nous avons trouvé ceci. » Elle tendit à Amélie un petit bout de papier froissé. Amélie le déplia, ses mains tremblant légèrement. D'une écriture hâtive, on pouvait lire « La vérité est dans les chiffres. Projet Lumière Verte. Ne faites confiance à personne. » « C'est l'écriture d'Alexandre, » confirma Elena. Mais il n'a aucun souvenir de l'avoir écrit. En fait, il semble avoir perdu encore plus de ses souvenirs d'avant l'accident. Je crains qu'il ne l'ait drogué. L'esprit d'Amélie s'emballait. Le projet Lumière Verte, ça doit être l'acquisition dont il a parlé avant. Mais que veut-il dire par « la vérité est dans les chiffres » Ils atteignirent à la chambre d'Alexandre pour le trouver assis au bord du lit, l'air pâle et désorienté. Son visage s'illumina quand il vit Amélie, mais la confusion obscurcit presque immédiatement ses traits. « Amélie, » dit-il avec hésitation, « je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Tout est flou. » Le cœur d'Amélie se serra devant la vulnérabilité dans sa voix. Elle s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Ça va aller, Alexandre. On va comprendre. Mais d'abord, il faut vous emmener en lieu sûr. » Georges s'avança. « J'ai un endroit, isolé, sécurisé. On peut s'y cacher le temps de démêler tout ça. » Alexandre hocha lentement la tête, la confiance évidente dans ses yeux malgré sa confusion. Alors qu'ils se préparèrent pour sa sortie, Amélie ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils étaient à court de temps. Juste au moment où ils allaient repartir, Thomas fit irruption dans la chambre, essoufflé et les yeux écarquillés. « Patronne, il faut que vous veniez vite. Il y a des problèmes au garage. » Le cœur d'Amélie se serra. « Quel genre de problème, Thomas ?» « Des types en costume sont arrivés, disant qu'ils sont de la banque. Ils parlent de saisie, disent que vous avez du retard dans les paiements. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Je veux dire, je sais que les choses ont été difficiles, mais... » Amélie échangea un regard inquiet avec son père. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. « Ils essaient de faire pression sur vous, » grogna Georges. « Coupez vos ressources. » Amélie se sentait déchirée. Elle ne pouvait pas abandonner Alexandre, mais le garage était son gagne-pain, son lien avec l'héritage de sa mère. Comme s'il sentait son dilemme, Alexandre prit la parole. « Allez-y, » dit-il doucement. « Votre père et le docteur Rodriguez peuvent m'emmener au chalet. Le garage est important, c'est une partie de qui vous êtes. Ne les laissez pas vous le prendre. » Après un moment d'hésitation, Amélie acquiesça. Elle serra la main d'Alexandre une dernière fois avant de se tourner vers Thomas. « D'accord, gamin. Allons sauver notre garage. » Alors qu'Amélie et Thomas se précipitaient vers le garage Otto Martin, Georges et le docteur Rodriguez aidèrent Alexandre à monter dans le vieux pick-up de Georges. Aucun d'entre eux ne remarqua la voiture noire élégante qui sortit du parking de l'hôpital, les suivant à une distance discrète. Au garage, Amélie trouva une scène de chaos à peine contenue. Deux hommes en costume coûteux parlaient avec Madame Gonzalez, qui semblait à la fois inquiète et indignée. « Vous voilà !» s'exclama Madame Gonzalez en voyant Amélie. « Ces messieurs disent qu'ils vont fermer le garage. Je leur ai dit qu'ils devaient se tromper. Ce garage est là depuis plus longtemps qu'ils ne sont en vie. » Amélie s'approcha des hommes, la mâchoire serrée avec détermination. « Messieurs, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suis Amélie Martin, la propriétaire de cet établissement. Quel semble être le problème ?» Le plus grand des deux hommes s'avança, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Mademoiselle Martin, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de malentendu. Nos registres montrent que vous avez pris un retard significatif dans vos paiements de prêts. Nous sommes ici pour initier une procédure de saisie. » L'esprit d'Amélie s'emballait. Elle savait que l'argent avait été serré, mais cela n'avait pas de sens.
Elle avait toujours fait ses paiements à temps, même si cela signifiait se priver d'autre chose. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. « J'aimerais voir ces registres », dit-elle fermement. « Et j'aurais besoin de contacter mon avocat avant que nous en discutions davantage. » Le sourire de l'homme vacilla légèrement. « Bien sûr, nous vous donnerons 48 heures pour mettre vos affaires en ordre. Mais je vous préviens, mademoiselle Martin, lutter contre cela ne fera que rendre les choses plus difficiles pour vous à long terme. » Alors que les hommes partaient, Amélie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle avait gagné du temps, mais elle savait que ce n'était que le début. Quiconque était derrière la conspiration contre Alexandre la ciblait maintenant, et ils ne retenaient pas leur coup. Madame Gonzalez tapota le bras d'Amélie avec sympathie. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Nous ne les laisserons pas prendre cet endroit sans combattre. Mon Harold est au conseil municipal. Nous rallierons la communauté derrière vous. » Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. Le soutien de ses voisins signifiait plus qu'ils ne pouvaient le savoir. Mais en regardant autour du garage, les photos défraîchies de sa mère, les outils usés qui avaient réparé d'innombrables voitures au fil des ans, les visages pleins d'attente de Thomas et Madame Gonzalez, elle savait que le combat à venir concernait plus que sauver une entreprise. Il s'agissait de s'opposer à la corruption, de protéger les valeurs que sa mère lui avait inculquées. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol du garage, Amélie fit un vœu silencieux. Elle découvrirait la vérité derrière les accusations d'Alexandre, sauverait son garage et protégerait les gens qu'elle aimait, quoi qu'il en coûte. Elle ne savait pas que de l'autre côté de la ville, dans un luxueux bureau surplombant la ville, Caroline Winters faisait ses propres plans. Alors qu'elle raccrochait le téléphone après une conversation tendue, elle se tourna vers l'homme debout près de la fenêtre. « Il semble que mademoiselle Martin soit plus ingénieuse que nous ne l'avions anticipé, » dit Caroline, sa voix froide. « Nous devrons peut-être prendre des mesures plus directes. » L'homme acquiesça silencieusement, sa main se portant inconsciemment vers l'arme cachée sous sa veste. Les enjeux avaient augmenté, et la tranquille ville de Millville était sur le point de devenir le champ de bataille d'un conflit qui testerait les limites de la loyauté, du courage et du pouvoir de la vérité contre les forces de l'avidité et de la corruption. Le vieux chalet de chasse grinçait et gémissait dans la fraîche brise de montagne, en contraste saisissant avec le silence tendu à l'intérieur. Amélie était assise à une table en bois usé, entourée de piles de papier et de son ordinateur portable, les yeux fatigués par des heures passées à éplucher des documents financiers et des articles de presse. En face d'elle, Alexandre faisait les 100 pas, le front plissé de concentration, alors qu'il s'efforçait de rassembler ses souvenirs fragmentés. « Quelque chose ?» demanda Amélie, levant les yeux de son écran. Alexandre secoua la tête, la frustration évidente dans sa voix. C'est comme essayer d'attraper de la fumée. « J'ai des flashs, des réunions du conseil d'administration, des disputes, des chiffres qui ne correspondent pas, mais rien de concret. » Amélie soupira, se frottant les tempes. Ils étaient sur cette piste depuis des jours, essayant de démêler le mystère du projet Lumière Verte et du système de détournement de fonds sur lequel Alexandre était tombé. Les progrès étaient lents, mais elle refusait d'abandonner. « D'accord, récapitulons ce que nous savons, dit-elle, sortant un bloc-notes. Le projet Lumière Verte était une acquisition potentielle, une petite entreprise technologique avec une sorte de prototype révolutionnaire d'énergie verte. Vous poussiez pour conclure l'affaire, mais certains membres du conseil s'y opposaient. » Alexandre hocha la tête, les yeux dans le vague. Il disait que c'était trop risqué, trop coûteux. Mais je me souviens avoir pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans leurs objections. C'était comme s'ils avaient peur de quelque chose. Un coup à la porte les fit tous deux sursauter. Georges entra portant un sac de courses et une pile de courrier. « Des percées ?» demanda-t-il, posant les provisions sur le comptoir. « Pas encore », répondit Amélie, essayant de ne pas laisser transparaître sa déception dans sa voix. « Comment vont les choses en ville ?» L'expression de Georges s'assombrit. « Pas génial. Ces types de la banque rôdent toujours autour du garage. Et il y a eu des rumeurs, des murmures sur vous et Alexandre, des chuchotements sur des problèmes financiers et des scandales. Quelqu'un travaille dur pour vous discréditer tous les deux. » Amélie sentit une bouffée de colère monter en elle. Elle s'attendait à de l'opposition, mais l'idée que quelqu'un essayait activement de retourner sa communauté contre elle la touchait au vif. « Il faut qu'on travaille plus vite, dit-elle, la détermination durcissant sa voix.
Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Alors que Georges commençait à déballer les courses, une petite enveloppe tomba sur le sol. Amélie la ramassa, sa curiosité piquée par l'absence d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, avec une série de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens à première vue. « Qu'est-ce que c'est » demanda Alexandre, regardant par-dessus son épaule. « Je ne suis pas sûr » répondit Amélie, étudiant le message cryptique. On dirait une sorte de code. Soudain, les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. « Attendez une minute, dit-il, sa voix remplie d'excitation. Je me souviens de quelque chose. Nous utilisions un code similaire dans l'entreprise pour les informations hautement sensibles. C'était basé sur un chiffre de livre. » Le cœur d'Amélie s'emballa. « Un chiffre de livre? Comment ça marche? » « Vous avez besoin d'un livre spécifique comme clé, » expliqua Alexandre, ses mots se bousculant plus vite à mesure que le souvenir se solidifiait. Chaque nombre représente une page, une ligne et un mot. Mais quel livre? Ils passèrent l'heure suivante à fouiller le chalet, vérifiant chaque étagère et chaque tiroir. Finalement, caché derrière une planche branlante dans le placard de la chambre, ils trouvèrent un vieux exemplaire de Gatsby le Magnifique. « Ça doit être ça, » dit Amélie, ses mains tremblant légèrement en ouvrant la couverture usée. « Ça ne peut pas être une coïncidence. » Travaillant ensemble, ils décodèrent lentement le message. Au fur et à mesure que les mots se formaient, un frisson parcourut l'échine d'Amélie. « Le projet Lumière Verte est une couverture, » lut-elle à haute voix. « Véritable cible, brevet d'énergie propre de Lenoir. Membre du conseil Winters, Holbrook, Chen impliqué. Preuve dans l'ancienne usine de Millville. Danger proche. Faites confiance à Ferris. » Le visage d'Alexandre avait pâli. « Je me souviens maintenant, » dit-il doucement. « Je travaillais sur une percée dans l'énergie propre, quelque chose qui pourrait révolutionner l'industrie, mais ce n'était pas encore prêt. Je l'ai gardé secret, séparé de l'entreprise. Et d'une manière ou d'une autre, ils l'ont découvert, » termina Amélie, les pièces du puzzle s'assemblant. « Ils ont essayé de vous évincer, de prendre le contrôle du brevet avant que vous ne puissiez le terminer. » Georges, qui avait écouté attentivement, prit la parole. « Mais qui est Ferris? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'usine abandonnée ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, le bruit de pneus sur le gravier à l'extérieur les figea tous. Par la fenêtre, Amélie vit une berline noire familière s'arrêter. « C'est eux !» chuchota-t-elle, le cœur battant. « Ils nous ont trouvés. » Georges bougea rapidement, saisissant un fusil de chasse au-dessus de la cheminée. « Par derrière !» ordonna-t-il. « Il y a un vieux sentier qui descend de la montagne. Je vais les retenir. »« Papa, non !» protesta Amélie, mais l'expression de Georges était résolue. « Allez-y !» insista-t-il. « Trouvez les preuves. Blanchissez le nom d'Alexandre. Je m'en sortirai. » Les larmes aux yeux, Amélie saisit le message codé et la main d'Alexandre. Ils se glissèrent par la porte de derrière, juste au moment où un fort bruit de coups retentissait à l'avant. Alors qu'ils s'enfuyaient dans la dense forêt, le bruit de cris et un seul coup de feu résonnèrent derrière eux. Le cœur d'Amélie semblait sur le point d'éclater, déchiré entre le besoin de retourner chercher son père et l'urgence de leur mission. Ils trébuchèrent le long du sentier envahi par la végétation, les branches leur fouettant le visage et les racines menaçant de les faire trébucher à chaque pas. Après ce qui sembla des heures, ils atteignirent enfin la périphérie de Millville, tous deux haletants. « Nous devons nous rendre à cette usine », halta Alexandre s'appuyant contre un arbre. Amélie acquiesça, son esprit en ébullition. « Mais nous ne pouvons pas y aller seuls, nous avons besoin d'aide. » Comme en réponse à sa prière silencieuse, un pick-up familier gronda sur la route. C'était Thomas, le jeune assistant d'Amélie au garage. « Patronne ?» appela Thomas, les yeux écarquillés de surprise en s'arrêtant. « Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi on dirait que vous vous êtes battu avec un ours ?» Malgré la gravité de la situation, Amélie ne put s'empêcher de rire. « Thomas, je n'ai jamais été aussi contente de te voir. Nous avons besoin de ton aide, mais c'est dangereux. Tu es partant ?» Le visage de Thomas s'illumina d'un grand sourire. « Tu plaisantes? Je m'ennuyais à mourir sans toi au garage. Quoi que vous ayez besoin, je suis là. » Alors qu'ils grimpèrent dans le pick-up de Thomas, Amélie le mit au courant de la situation. À son crédit, le jeune homme prit tout cela avec calme, son excitation d'être impliqué dans une véritable théorie du complot éclipsant toute peur. « Donc, on va s'introduire dans une usine abandonnée pour trouver des documents secrets qui vont faire tomber un groupe d'hommes d'affaires corrompus ?»
résuma Thomas alors qu'il roulait vers le vieux quartier industriel. Cool. Mais c'est quoi exactement notre plan? Amélie et Alexandre échangèrent un regard. Dans leur précipitation pour s'échapper, ils n'avaient pas eu le temps d'élaborer une stratégie. Nous avons besoin d'une diversion, dit lentement Alexandre, une idée se formant. Quelque chose pour détourner l'attention de l'usine pendant que nous cherchons à l'intérieur. Les yeux de Thomas s'illuminèrent. Laissez-moi m'en occuper, patronne. J'ai exactement ce qu'il faut. Alors qu'ils approchèrent de la silhouette imposante de l'usine abandonnée de Millville, Amélie ressentit un mélange de peur et de détermination. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait qu'ils étaient proches de démêler la vérité. Mais avec Caroline Winters et ses associés qui se rapprochaient, la marge d'erreur était très mince. « Prêt ?» demanda-t-elle, regardant Alexandre et Thomas. Ils acquiescèrent tous les deux, la résolution évidente dans leurs expressions. « Alors finissons-en » dit Amélie, sa voix ferme malgré les papillons dans son estomac. « Il est temps de faire éclater la vérité au grand jour. » Alors qu'ils sortèrent du camion et s'enfonçaient dans les ombres de l'usine en décomposition, aucun d'entre eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis un toit voisin. L'observateur parla doucement dans un téléphone. « Ils sont là. On procède comme prévu. » Le jeu final était sur le point de commencer et le destin de Millville, et peut-être de toute l'industrie énergétique, était en jeu. L'usine abandonnée de Millville se dressait devant eux, un géant imposant de métal rouillé et de fenêtres brisées. Amélie réprima un frisson alors qu'elle, Alexandre et Thomas s'accroupissaient derrière une clôture délabrée, scrutant le complexe apparemment désert. « D'accord », chuchota Amélie, ses yeux scrutant tout signe de mouvement. « Thomas, c'est à toi. Souviens-toi, nous avons besoin d'une distraction suffisamment importante pour attirer l'attention, mais pas au point d'attirer toute la ville. » Thomas acquiesça, une lueur espiègle dans les yeux. « Ne vous inquiétez pas, patronne. J'ai exactement ce qu'il faut. Donnez-moi 5 minutes, puis passez à l'action. » Alors que Thomas s'éloignait dans l'ombre, Amélie se tourna vers Alexandre. « Tu es sûr d'être prêt pour ça ?» demanda-t-elle, remarquant la pâleur de son visage et le léger tremblement de ses mains. Alexandre croisa son regard, la détermination brûlant dans ses yeux. « Je dois l'être. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. » Ils attendirent dans un silence tendu, le seul bruit étant le murmure du vent à travers les bâtiments abandonnés. Soudain, une série d'explosions bruyantes éclata de l'autre côté du complexe. Des éclairs de lumière et des panaches de fumée colorée remplirent l'air. « Des feux d'artifice !» marmonna Amélie, secouant la tête avec un mélange d'admiration et d'exaspération. Ce gamin ne cesse jamais de m'étonner. Profitant du chaos, Amélie et Alexandre traversèrent en courant le terrain découvert vers le bâtiment principal. Ils se glissèrent à l'intérieur par une porte brisée, l'odeur de rouille et de décomposition assaillant leurs sens. « Par où commencer ?» demanda Amélie, le faisceau de sa lampe de poche perçant l'obscurité. Alexandre ferma les yeux, se concentrant. « Le bureau au 2e étage. Je me souviens maintenant. Il y avait un coffre-fort caché derrière un tableau du fondateur de l'usine. Ils montèrent un escalier grinçant, chaque marche menaçant de céder sous leurs pas. Le 2e étage était un labyrinthe de bureaux abandonnés, des années de négligence évidentes dans le papier peint qui se décollait et les débris éparpillés. Alors qu'ils cherchaient, un bruit venant d'en bas les figea. Des voix, étouffées mais se rapprochant. « Sûr qu'ils sont venus par ici ?» demanda une voix masculine bourrue. « Certain !» vint la réponse, et le sang d'Amélie se glaça lorsqu'elle reconnut les tons nets de Caroline Winters. « Trouvez-les, et les documents. Éliminez tout obstacle. » Amélie et Alexandre échangèrent des regards paniqués. Ils étaient à court de temps. « Là !» siffla Alexandre, pointant vers un tableau décoloré à peine accroché au mur. Ils se précipitèrent, le retirant soigneusement pour révéler un vieux coffre-fort mural. « Tu peux l'ouvrir ?» demanda Amélie, gardant une oreille attentive aux pas qui approchaient. Alexandre acquiesça, ses doigts se déplaçant habilement sur le cadran. « Ça me revient. La combinaison, c'était l'anniversaire de ma fille. » Amélie cligna des yeux de surprise. « Tu as une fille ?» Une expression de douleur traversa le visage d'Alexandre. « J'en avais une. Elle n'est plus là maintenant. C'est pourquoi je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, dans le développement de l'énergie propre. Je voulais laisser un monde meilleur derrière moi. » Le coffre-fort s'ouvrit avec un clic, révélant une pile de documents et un petit disque dur. Alexandre les saisit, feuilletant rapidement les papiers. « C'est ça !» souffla-t-il,
des registres financiers, des emails, des plans de prototype. Tout ce dont nous avons besoin pour exposer le complot. Une planche de plancher grinça derrière eux. Amélie fit volte-face pour voir une silhouette se tenant dans l'embrasure de la porte, une arme levée. « Je vais prendre ça », dit froidement Caroline Winters, son doigt parfaitement manucuré reposant sur la gâchette. L'esprit d'Amélie s'emballa, cherchant une issue. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, un fracas assourdissant résonna dans le bâtiment. Le sol sous les pieds de Caroline céda, l'envoyant dégringoler dans une pluie de bois pourri et de plâtre. « Courez !» cria Amélie, saisissant la main d'Alexandre. Ils sprintèrent dans le couloir, le bruit des cris et de la poursuite tout proche derrière eux. Alors qu'ils tournaient un coin, ils faillirent percuter Thomas, son visage barbouillé de suie et ses yeux écarquillés d'excitation. « Patronne, vous avez vu ces feux d'artifice? Je crois que j'y suis peut-être allé un peu fort, cela dit. Je pense avoir vu des voitures de police se diriger par ici. Moins de bavardage, plus de courses, halta Amélie, poussant Thomas devant elle. Ils jaillirent de l'usine dans l'air frais de la nuit, des sirènes hurlant au loin. Le pick-up d'Amélie se tenait là où ils l'avaient laissé, et ils s'y entassèrent, Alexandre serrant les précieux documents contre sa poitrine. Alors qu'Amélie démarrait en trombe, s'éloignant de l'usine, elle aperçut Caroline Winters émergeant du bâtiment dans son rétroviseur. La femme avait perdu son habituelle composition, remplacée par un masque de fureur alors qu'elle criait des ordres à ses hommes. « On l'a fait », dit Alexandre, sa voix emplie d'un mélange d'incrédulité et d'exaltation. « On l'a vraiment fait !» Mais Amélie savait que ce n'était pas encore fini. « Nous avons les preuves, mais nous devons encore les remettre aux bonnes personnes. Et nous n'avons aucune idée de l'ampleur de ce complot. » Comme pour souligner son propos, le rugissement de moteur derrière eux annonça que la poursuite était lancée. 2 SUV noirs apparurent dans son rétroviseur, gagnant rapidement du terrain. « Accrochez-vous !» cria Amélie, dérapant sur une étroite route secondaire. Ses années d'expérience à naviguer sur les chemins de traverse de 1000 villes allaient être mises à l'épreuve ultime. Le pick-up rebondissait et dérapait le long de la piste non goudronnée, des branches raclant contre les vitres. Sur le siège passager, Alexandre s'agrippait au tableau de bord, les jointures blanches. Thomas, à l'arrière, laissa échapper un cri d'excitation. « C'est exactement comme dans les films !» s'exclama-t-il, se tordant pour regarder par la lunette arrière. « Oh merde, ils sont toujours là !» Amélie serra les dents, poussant le vieux pick-up à ses limites. Elle connaissait ses routes comme sa poche, mais leurs poursuivants avaient à l'avantage de véhicules plus récents et plus rapides. Un virage serré se profilait devant, trop serré. Amélie prit une décision en une fraction de seconde. « Tout le monde dehors !» cria-t-elle, freinant brutalement et tournant le volant à fond. Ils roulèrent hors du pick-up juste au moment où il s'écrasait à travers les broussailles, dévalant un talus escarpé. Les véhicules poursuivants freinèrent dans un crissement de pneus, momentanément désorientés. « Par ici !» chuchota Amélie, guidant Alexandre et Thomas dans la dense forêt. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois, le bruit des cris et des branches qui craquaient, les poussant à continuer. Après ce qui sembla des heures de fuite frénétique, ils émergèrent enfin sur une rue familière. Le cœur d'Amélie bondit lorsqu'elle reconnut où il se trouvait. « Le garage », halta-t-elle. « On peut s'y cacher et se regrouper. » Alors qu'ils approchèrent du garage Martin Auto, une silhouette sortit de l'ombre. Amélie se tendit, prête à courir à nouveau, mais une voix familière retentit. « Amélie, c'est toi ?»« Papa ?» s'écria Amélie, le soulagement l'envahissant. Georges se tenait dans l'embrasure de la porte du garage, l'air meurtri mais bien vivant. Ils se précipitèrent à l'intérieur, Georges verrouillant rapidement la porte derrière eux. « Je me suis fait un sang d'encre, » dit-il, en serrant Amélie dans une étreinte féroce. « Après que ces brutes se soient montrées à la cabane, j'ai réussi à leur fausser compagnie. J'attendais ici, espérant que vous vous montreriez. » Tandis qu'ils reprenaient leur souffle, Amélie mit rapidement son père au courant de ce qui s'était passé. L'expression de Georges devint grave lorsqu'il examina les documents qu'ils avaient récupérés. « C'est de la dynamite, dit-il. Mais Caroline Winters et sa bande ne vont pas abandonner facilement. Ils seront bientôt là, et en force. » Un air déterminé s'installa sur le visage d'Amélie. « Alors nous faisons notre dernier combat ici. Ce garage est dans notre famille depuis des générations. Il a vu sa part de bataille. Une de plus ne lui fera pas de mal. » Comme pour confirmer ses paroles, le lointain hurlement des sirènes déchira la nuit. Amélie croisa le regard de ses compagnons. Son père, fort et stable, Alexandre, meurtri mais inébranlable, et le jeune Thomas, son visage un mélange de peur et d'excitation.
Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle d'une voix ferme, nous l'affrontons ensemble. À l'extérieur, le premier d'une longue série de véhicules s'arrêta dans un crissement de pneus. La confrontation finale était sur le point de commencer avec le destin de l'usilé, la vérité sur le projet Lumière Verte et l'avenir de l'énergie propre en jeu. Alors qu'Amélie Martin se tenait au cœur de l'héritage de sa famille, entourée d'alliés improbables, elle savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Le vieux garage auto-réparation. Martin, qui avait résisté aux hauts et aux bas de l'usilé pendant des décennies, se dressait maintenant comme le dernier bastion de la vérité contre une marée de corruption. À l'intérieur, Amélie, son père Georges, Alexandre et le jeune Thomas travaillaient fébrilement pour barricader les entrées, le bruit des véhicules qui approchaient devenant de plus en plus fort à chaque seconde. « Nous avons besoin d'un plan », dit Amélie, sa voix stable malgré la peur qui menaçait de la submerger. « Nous avons les preuves, mais comment les faire parvenir aux bonnes personnes ?» Alexandre, qui examinait attentivement les documents qu'ils avaient récupérés, leva les yeux avec une étincelle de réalisation dans le regard. « Attendez une minute. Il y a quelque chose ici à propos d'un homme nommé Ferrier. Jason Ferrier. Il est répertorié comme un auditeur indépendant qui enquêtait sur les finances de l'entreprise. » Les sourcils de Georges se levèrent brusquement. « Ferrier? Je connais ce nom. Jason Ferrier est un vieil ami à moi. Il travaille comme enquêteur financier pour le bureau du procureur général de l'État. » Une lueur d'espoir vacilla dans la poitrine d'Amélie. « Peux-tu le joindre ?» Georges acquiesça, sortant déjà son téléphone. « Je vais essayer, mais nous devons gagner du temps. » Comme pour confirmer ses paroles, une voix tonitruante se fit entendre à travers un mégaphone à l'extérieur. « C'est la police. Nous avons encerclé le bâtiment. Sortez avec les mains en l'air. » Le cœur d'Amélie sombra. Caroline Winters avait-elle réussi à retourner même les forces de l'ordre local contre eux? Mais ensuite, une voix familière coupa à travers la tension. « Amélie, c'est le shérif Daniel. Que diable se passe-t-il ici ?» Le soulagement envahit Amélie. Daniel Dupont avait été un ami de sa mère, un homme bon qui avait toujours veillé sur la famille Martin. Elle s'approcha de la fenêtre avant du garage, en prenant soin de rester hors de vue. « Shérif, » appela-t-elle, « nous avons découvert des preuves d'une importante conspiration d'entreprise. Les gens qui nous poursuivent essaient de l'étouffer. S'il vous plaît, vous devez me faire confiance. » Il y eut une longue pause, puis « D'accord, Amélie. Je te connais depuis que tu étais haute comme 3 pommes. Si tu dis que quelque chose ne va pas, je te crois, mais je ne peux pas retenir les gendarmes éternellement. Vous avez 30 minutes pour régler ça avant qu'ils ne prennent le relais. » Amélie se retourna vers ses compagnons, un plan se formant dans son esprit. « Bon, voici ce que nous allons faire. Papa continue d'essayer de joindre Ferrier. Alexandre, toi et moi allons passer au crible chaque bout de preuve que nous avons, préparer un résumé clair et concis. Thomas, j'ai besoin que tu sois nos yeux et nos oreilles. Surveille chaque entrée et préviens-nous dès que quelque chose change là-dehors. » Ils se mirent au travail avec une détermination renouvelée. Tandis que Georges passait appel après appel, essayant de joindre son vieil ami, Amélie et Alexandre reconstituèrent l'étendue complète de la conspiration. « C'est plus gros que ce que nous pensions, » murmura Alexandre, le visage pâle. « Le détournement de fonds, la suppression de mon brevet d'énergie propre, tout est lié à un groupe d'entreprises de combustibles fossiles. Ils étaient prêts à tout pour maintenir leur mainmise sur le marché de l'énergie. » Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et Caroline Winters ?»« Une mercenaire, » confirma Alexandre, « engagée pour faire leur sale boulot et me tenir à l'écart. » Soudain, la voix de Thomas retentit. « Patron, on a du mouvement devant. On dirait que Caroline et ses sbires se disputent avec le shérif. » Amélie se précipita à la fenêtre. En effet, Caroline Winters se tenait nez à nez avec le shérif Daniel, son habituelle composition craquant alors qu'elle gesticulait avec colère en direction du garage. À ce moment-là, la voix de Georges coupa à travers la tension. « Je l'ai eu. Ferrier est en route. Il amène une équipe du bureau du procureur général. » Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Amélie. Ils devaient juste tenir un peu plus longtemps, mais Caroline Winters avait d'autres plans. D'un geste sec, ces hommes commencèrent à avancer vers le garage, bousculant le shérif qui protestait. « Ils arrivent !» cria Thomas, se baissant loin de la fenêtre alors qu'une pierre la brisait. « Tout le monde restez calme !» ordonna Amélie, son esprit fonctionnant à toute allure. « Thomas, l'extincteur. Papa, Alexandre, attrapez tous les outils que vous pouvez. Nous ne tomberons pas sans combattre. »
Alors que le premier des hommes de Caroline forçait la porte latérale, Amélie les aspergea avec l'extincteur, la poudre blanche les aveuglant momentanément. Georges et Alexandre brandissaient des clés à molette et des pierres de biche, repoussant les intrus. Le garage explosa dans le chaos. Des outils volèrent dans les airs, des moteurs étaient poussés comme barricades improvisées, et l'air se remplit de cris et du fracas de verres brisés. Au milieu de la mêlée, Amélie se retrouva face à face avec Caroline Winters. Les cheveux parfaitement coiffés de l'avocate d'entreprise étaient en désordre, ses yeux fous de désespoir. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites !» siffla Caroline, se jetant sur les documents dans la main d'Amélie. « Vous allez tout détruire !» Amélie esquiva sa voix stable alors qu'elle répondait « Non, Caroline, nous sauvons tout. La vérité, l'avenir de l'énergie propre, l'intégrité de notre ville. C'est fini. » Un tumulte à l'avant du garage attira l'attention de tous. Un groupe d'hommes et de femmes à l'allure officielle en costume fit irruption, mené par un homme grisonnant qu'Amélie supposa être Jason Ferrier. « C'est le bureau du procureur général, » tonna Ferrier. Tout le monde arrêtait immédiatement. Le combat cessa brusquement. Les hommes de Caroline, voyant la situation tourner, commencèrent à reculer. Caroline elle-même resta figée, la réalité de sa situation s'installant enfin. Dans le silence soudain, le seul son était le bourdonnement d'un petit drone planant près de la lucarne brisée du garage. Amélie leva les yeux avec surprise pour voir Thomas souriant, une télécommande dans les mains. « J'ai tout diffusé en direct, patron, » dit-il fièrement. « Je me suis dit qu'on pourrait avoir besoin d'une assurance. » Jason Ferrier s'approcha d'Amélie, ses yeux pétillants d'un mélange d'admiration et d'amusement. Georges a toujours dit que sa fille était une vraie boule de feu. On dirait qu'il n'exagérait pas. Il tendit la main. « Ces documents, s'il vous plaît. Je pense que nous avons quelques arrestations à faire. » Alors que Caroline Winters et ses associés étaient emmenés menottés, Amélie sentit l'adrénaline des derniers jours commencer à refluer. Elle regarda autour d'elle son improbable équipe, son père debout et fier. Alexandre, un mélange de soulagement et de justification sur le visage, et le jeune Thomas, racontant avec excitation la bataille à un shérif Daniel, amusé. Le garage, l'héritage de sa famille, portait les cicatrices du combat, fenêtres brisées, équipements renversés, outils éparpillés partout. Mais alors que le soleil du matin commençait à percer à travers la lucarne brisée, Amélie savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Alexandre s'approcha d'elle, ses yeux doux de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier, Amélie. Tu as tout risqué pour m'aider, pour découvrir la vérité. » Amélie sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le soleil levant. « Nous l'avons fait ensemble, nous tous. » Alors que les officiels commençaient à partir, promettant de revenir pour des déclarations complètes, la main d'Amélie se posa inconsciemment sur son ventre enceinte. Au milieu de tout ce chaos, elle avait presque oublié la nouvelle vie qui grandissait en elle. Georges remarqua le geste et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ta mère serait fière, ma chérie, et moi aussi. » Amélie sentit des larmes lui piquer les yeux. « Merci, papa. Pour tout. » Alors qu'ils se tenaient là, entourés des décombres de la bataille de la nuit et de la promesse d'un nouveau jour, Amélie savait que quels que soient les défis à venir, elle les affronterait avec la force de sa famille, de ses amis et de l'esprit indomptable de l'usilé derrière elle. La vérité avait éclaté contre toute attente. Et avec elle, l'aube d'un avenir plus brillant et plus propre pour tous. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé à l'usilé. L'air chaud de l'été portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le bourdonnement lointain de la construction, alors qu'Amélie Martin descendait la rue principale. Ses pas étaient plus lents maintenant, une main reposant sur son ventre très enceinte, l'autre tenant une pile de papier. La ville avait subi une transformation à la suite du scandale de l'entreprise. Ce qui avait initialement été un choc pour la communauté s'était rapidement transformé en un point de ralliement. L'usilé était devenu synonyme de résistance contre la corruption et de défense de l'énergie propre. Alors qu'Amélie passait devant l'ancienne usine, maintenant une ruche d'activité, elle ne put s'empêcher de sourire. Le bâtiment abandonné qui abritait autrefois des secrets et du danger était en train d'être réaffecté comme siège de l'initiative d'énergie propre Lenoir Martin, une co-entreprise entre l'expertise d'Alexandre et le savoir-faire pratique d'Amélie. Elle poussa la porte d'auto-réparation Martin, la cloche carillonnant joyeusement. Le garage avait subi sa propre rénovation, arborant maintenant un mélange d'équipements de réparation automobile traditionnels
et de technologies d'énergie propre de pointe. « Bonjour, patron !» appela Thomas de sous une voiture hybride, sa voix étouffée, mais toujours aussi enthousiaste. Le jeune homme était devenu une partie intégrante de la nouvelle entreprise, son esprit vif s'adaptant facilement au mélange de travail mécanique et électrique. Georges émergea du bureau, un large sourire sur le visage. « Voilà ma fille !» dit-il, donnant à Amélie une douce étreinte. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Comme si je portais un futur mécanicien qui s'entraîne à réparer des moteurs sur mes côtes, » rit Amélie, puis elle brandit les papiers. « Mais j'ai de bonnes nouvelles. Les derniers permis sont arrivés. Nous pouvons commencer la production des nouveaux panneaux solaires la semaine prochaine. » Les yeux de Georges s'illuminèrent. « C'est fantastique. Alexandre sera ravi. En parlant de ça, il a appelé plus tôt. Il a dit qu'il avait une surprise pour toi. » Comme pour confirmer ses paroles, la porte carillonna à nouveau, et Alexandre entra. Les mois passés lui avaient été favorables. Le regard hanté dans ses yeux avait disparu, remplacé par une étincelle d'excitation et de détermination. « Amélie !» dit-il chaleureusement, prenant sa main. « J'espère que tu es prête pour une petite excursion. » Il y a quelque chose intrigué. Amélie suivit Alexandre à l'extérieur où une élégante voiture électrique les attendait. Alors qu'ils traversaient Villefleur, elle remarqua les changements impressionnants survenus ces derniers mois. Des panneaux solaires brillaient sur les toits, de nouvelles entreprises avaient fleuri, et l'air vibrait d'un optimisme palpable. Ils s'arrêtèrent devant une charmante maison à 2 étages, dans une rue paisible. Un panneau vendu ornait la pelouse soigneusement entretenue. « Alexandre !» dit lentement Amélie, réalisant soudain. « Qu'as-tu fait ?» Il sourit, mêlant nervosité et espoir. « Je sais que notre histoire est récente, mais ces derniers mois, Amélie, tu es devenue ma partenaire dans tous les sens du terme. Tu m'as rendu ma vie, mon but. J'ai pensé que peut-être nous pourrions construire notre avenir ici, ensemble. » Les yeux d'Amélie s'embuèrent tandis qu'Alexandre poursuivait. « Cette maison est assez grande pour une famille. Pour nous, le bébé, et qui sait, plus tard. Si tu le souhaites, bien sûr, je ne veux rien présumer. » Amélie l'interrompit d'un baiser passionné. Lorsqu'ils se séparèrent, à bout de souffle, elle murmura « Oui, à tout, oui. » Enlacée, Amélie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le chemin avait été long et périlleux, mais il l'avait menée à ce moment de pur bonheur. Le soir venu, une petite fête se tenait dans le jardin des Martins. Amélie contemplait les visages de ceux qui lui étaient devenus si chers. Son père, Georges, partageant de vieux souvenirs avec Jason Ferris. Thomas, présentant fièrement au docteur Elena Rodriguez sa dernière invention, une mini-éolienne faite de pièces automobiles recyclées. Le shérif Dan, devenu un allié précieux, discutant avec les nouveaux employés de l'usine d'énergie propre. Alexandre se leva pour porter un toast. À Villefleur, une ville qui m'a enseigné le vrai sens de la communauté et du courage. Au nouveau départ, à l'énergie propre et à un avenir radieux pour tous. Tandis que les acclamations fusaient, Amélie sentit le bébé bouger. Elle posa une main sur son ventre, souriante. Cet enfant naîtrait dans un monde de possibilités, dans une ville qui avait surmonté l'adversité et en était ressortie plus forte. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Les premières étoiles apparaissant, Amélie pensa à sa mère. Elle pouvait presque entendre sa voix dans la brise, voir son sourire fier dans les lumières scintillantes. « On l'a fait, maman », murmura-t-elle. « On a sauvé le garage, la ville, et peut-être un peu le monde aussi. » Alexandre l'enlaça, et Amélie se blottit contre lui, sentant les battements réguliers de son cœur. L'avenir s'ouvrait devant eux, plein de défis et d'opportunités. Mais quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, forts de leur amour, du soutien de leur communauté et de l'esprit indomptable qui les avait guidés dans les moments les plus sombres. Alors que la nuit tombait sur Villefleur, la petite ville qui avait tenu tête aux géants et triomphé, Amélie contemplait l'horizon, le cœur plein d'espoir et le visage rayonnant. Une aventure s'achevait, mais leur histoire, faite d'amour, de courage et de justice, ne faisait que commencer. Au loin, les lumières de l'ancienne usine, désormais centrale d'énergie propre, s'allumèrent, un phare de progrès témoignant de l'indomptable esprit humain. Villefleur n'avait pas seulement survécu, elle renaissait plus forte et vibrante que jamais. Au cœur de cette renaissance se tenaient Amélie et Alexandre, main dans la main, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie, non seulement pour eux-mêmes,
mais pour les générations futures. Tandis que la nuit enveloppait doucement Villefleur, Amélie sentit une douce sérénité l'envahir. Les épreuves traversées, les secrets dévoilés, les batailles remportées, tout cela avait forgé un lien indéfectible entre elle, Alexandre, et cette ville qu'ils avaient appris à aimer. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour faire de Villefleur un modèle d'innovation et de durabilité. Mais ce soir, entourée de ceux qu'elle aimait, Amélie savourait simplement le moment présent. « À quoi penses-tu » murmura Alexandre, serrant doucement sa main. Amélie sourit, son regard embrassant leur petite assemblée avant de se poser sur le ventre qui abritait leur futur enfant. « Je pense que c'est ça le vrai trésor », répondit-elle doucement. « Pas les brevets ou les technologies, aussi importants soient-ils. Mais ça, la famille, les amis, une communauté unie. C'est ce pourquoi on s'est battu, et c'est ce qu'on continuera à construire, jour après jour. » Alexandre acquiesça, ému. « Tu as raison. Et je suis reconnaissant chaque jour d'avoir croisé ta route cette nuit-là sous la pluie. » Ils échangèrent un regard complice, se remémorant ce moment qui avait tout changé. Puis, main dans la main, ils rejoignirent leurs invités, prêts à célébrer non seulement leur victoire passée, mais aussi les promesses d'un avenir lumineux. Car à Villefleur, chaque fin n'était qu'un nouveau commencement.